voudrais bien comprendre la procédure par rapport les produits qui peuvent être éventuellement remboursés. Est-ce qu'il y a, par exemple, s'il y a déjà un médicament qui est remboursé, est-ce qu'on, dans le moment qu'on arrive avec d'autres médicaments, il y a juste deux critères, soit c'est générique, soit il y a valeur ajoutée, sinon ça ne peut pas être remboursé? Il n'y a pas de situation sur les marchés. Oui, vous voulez dire par rapport finalement à l'ASMR. Est-ce qu'il va apporter, c'est-à-dire que vous avez un nouveau produit, oui, on va évaluer cet ASMR. On va évaluer cet ASMR. Mais pour les génériques, de toute façon, il n'y a pas de progrès. Au niveau de la prise en charge, il y aura une prise en charge puisque le médicament a un intérêt, mais il n'y aura pas de progrès, donc le prix sera moins cher et c'est pour ça qu'il y a une prise en charge. Pour les autres médicaments, qui sont des médicaments innovants, oui, il y a une prise en charge, mais quelle est réellement votre question? En fait, est-ce que ça peut arriver qu'il y a plusieurs médicaments qui sont remboursés, qui ont vraiment une application similaire? Ah, oui. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs médicaments qui ont la même indication. Qu'est-ce qui se passe avec les suivantes qui arrivent? Tout à fait. Il faut, c'est-à-dire que si le produit n'apporte pas d'amélioration, obligatoirement, il devra être moins cher que le comparateur. Ça, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est toujours apporter une amélioration. Si vous n'apportez pas cette amélioration... D'accord. Mais par exemple, ça peut être une amélioration qui est juste la prix qui est moins cher, c'est ça? Oui. Ça peut être, alors, ce n'est pas une amélioration, c'est-à-dire que vous aurez une économie en termes de prix. D'accord. Mais ce n'est pas juste valeur thérapeutique qui va décider. Voilà. Par rapport à la prise en charge? Oui, effectivement. Oui. Ok. D'autres petites questions. Est-ce que, par exemple, éventuellement pour la procédure de commercialisation, éventuellement de remboursement, est-ce que, par exemple, on peut déjà mettre les produits sur les marchés et voilà, commercialiser comme ça, et en parallèle, rendre les procédures pour être éventuellement remboursés, ou c'est soit ça? Non. Non. Autant vous pouvez avoir des produits qui seront pris en charge et qui après seront déremboursés. En revanche, si vos produits sont mis sur le marché, non. Par contre, attention, quand même, après tout dépend si on est sur le marché hospitalier, en fait. Ça sera différent. C'est-à-dire que sur le marché hospitalier, on passera par l'autorisation temporaire d'utilisation et puis par la suite, c'est-à-dire qu'ils seront mis avant, en fait, sur le marché. Et ensuite, il va y avoir donc tout un processus. Mais c'est vraiment différent. D'accord, parce que je pensais que c'est en fait que les deux côtés peuvent bénéficier quand même de lancement. Non, pas du tout. Non, ça va être une stratégie du laboratoire. Soit il a décidé de le placer directement en automédication, soit à ce moment-là, il veut que son produit soit remboursé par la sécurité sociale. Hein. Généralement, il veut plutôt que son produit soit pris en charge par la sécurité sociale. Oui. Par contre, vous avez après la possibilité d'avoir des déremboursements. Je pense qu'il y a une autre question derrière, oui. C'est ça? Oui, merci beaucoup pour ce bel exposé. J'ai juste une petite question. On voit d'un côté qu'au niveau du recherche et développement dans l'industrie, on a des fonds à lever qui sont de plus en plus importants, qu'il y a de plus en plus d'investissements. En parallèle, vous nous montrez qu'au niveau des ASMR, on a de moins en moins d'innovation, si j'en crois uniquement l'ASMR, et qu'on a voilà, si on en croit uniquement l'ASMR. Est-ce que les autorités, et notamment les commissions de transparence, ont durci leurs critères, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, selon vous? Alors, durci leurs critères, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'innovation, c'est ASMR 1, 2, 3. C'est vrai que des ASMR 1 et 2, on n'en a pas tant que ça. Après, si on a une véritable innovation ASMR 1, par exemple, c'est certain que le laboratoire va vouloir essayer d'avoir le maximum sur ce produit. Mais on voit bien que l'innovation en tant que telle, elle est quand même assez mal définie, puisqu'on est sur 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois même, on est sur 4. Donc, réellement, comment est-ce qu'on peut définir cette innovation? Est-ce qu'il y a réellement une innovation de rupture ou pas? C'est les questions qui se posent. Mais attention, là, ce qu'on vous montrait, c'était certes les ASMR, mais l'ASMR en soi, je vous l'ai dit, ce n'est pas un critère suffisant, et c'est pour ça qu'on est parti aussi sur les avis d'efficience. Certes, il y a l'ASMR, mais derrière, il faut quand même qu'il y ait des études médico-économiques pour réellement prouver que c'est une innovation. D'autres questions? Pendant votre exposé, en fait, vous avez dit que globalement, le prix d'un médicament n'est pas fixe tout au long de sa vie, que globalement,
on va avoir une baisse du prix du médicament au fur et à mesure en fait, de sa vieillesse, enfin sur le marché. Et je voulais savoir comment ça se fait si finalement, en fait, il y a des médicaments qui ont eu leur prix augmenté. Ça arrive. Ça arrive. Ah oui, bien évidemment. Qu'est-ce qui peut expliquer? Est-ce que c'est finalement, comment dire, c'était lié à une vague de déremboursement de certains médicaments en compensation, on a fait une augmentation d'un prix ou... Ça ne sera pas en compensation, c'est-à-dire que quand on va le réévaluer, eh bien, il va y avoir autre chose et à ce moment-là, on peut avoir un prix qui sera augmenté. Ça arrive. Vous n'avez pas que des baisses de prix, hein. Ça peut arriver. C'est quand même assez colossal sur... enfin, la baisse... L'augmentation, elle n'est pas énorme, mais vu le volume du médicament en question qui est vendu, quand même, qui est le premier médicament vendu en France, au monde... C'est quand même assez colossal pour la Sécu qui est actuellement... c'est-à-dire qu'en fait, vous aurez à ce moment-là d'autres critères qui permettront de réellement montrer qu'il peut y avoir une augmentation de prix. Mais attention, hein, la plupart des médicaments, c'est une baisse de prix. Hein. Oui, mais on constate quand même que parfois on est un peu surpris. Tout à fait. On constate que ça a augmenté. On ne comprend pas trop le pourquoi, comment, sachant que c'est l'un des plus vieux médicaments qui est sur le marché quand même. Donc, alors attention, après, vous êtes quoi? Vous êtes bien sur du médicament remboursable? Oui. D'accord. De l'ipranon, tout simplement. Alors oui, attention, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que comme je vous ai montré, vous avez le prix fabricant hors taxe qui est fixé, mais après, vous allez avoir le prix de vente. Et le prix de vente, il y a des marges, et ces marges, elles évoluent aussi. Donc elles évoluent, ce n'est pas le pharmacien qui va choisir ses marges, mais ces marges, elles évoluent. Et puis depuis peu, il y a eu pour le pharmacien la réforme concernant l'honoraire de dispensation. Mais il me semble que c'était avant cette réforme-là que ça avait été augmenté. Alors ça avait été augmenté. Là, c'est plutôt ça diminue là. Hein. Mais bon, voilà, il faut se rendre compte que parfois c'est pas obligatoirement lié à, la décision du Comité économique des produits de santé. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Merci. Dernière question. Alors, toujours concernant le remboursement, je voudrais demander est-ce qu'il y a une influence des revenus de l'individu sur le pourcentage de remboursement pour le même médicament, vu qu'il y a des pays comme l'Italie par exemple, où on a des classes les personnes sont classifiées selon leurs revenus et pour le même médicament, on a un différent pourcentage de remboursement. Non, là vous aurez des taux de remboursement qui sont tous équivalent, c'est-à-dire que si ce produit est remboursé à 65%, il sera remboursé à 65%. Par contre, ce qui diffère, ce n'est pas par rapport au revenu, ça va être par rapport à la pathologie. Si vous avez une pathologie importante qui pourrait être prise en charge à 100%, c'est ce qu'on appelle l'affection longue durée, peu importe que votre produit soit remboursé à 65% ou à 30%, s'il fait partie de vos traitements d'affection longue durée, il sera pris en charge à 100%. Donc là, on n'est plus sur le taux de remboursement du médicament, on est sur la pathologie. Hélène, je vais faire la dernière question, mon attribution. Est-ce que vous pouvez, en 30 secondes, dire 2 mots sur les prix des médicaments pour les maladies rares? Comment ça se compare aux maladies plus largement répandues? Je pense que c'est une notion importante parce que le modèle des R&D des boîtes pharma autour des maladies et des biotech autour des maladies rares, évidemment, nécessite ces marchés de niche. Et donc, alors, c'est un marché de niche, mais ça fait partie, on voit bien qu'en fait, dans la convention, dans l'accord cadre, dans la convention, il y a des exemptions de remise, c'est-à-dire que pour ces médicaments, on va favoriser leur développement. Donc on favorise leur développement non seulement grâce à des éléments au niveau de l'autorisation de mise sur le marché, mais aussi au niveau du prix. On fait attention justement à ces produits, parce que ce sont des produits qui sont innovants, qui vont toucher par contre une population restreinte. Mais cette population, on veut absolument développer ces médicaments orphelins, donc il va y avoir des exemptions de remise. Donc contrairement à la plupart des produits où on a un prix et puis il y aura des reversements en fonction du volume de vente ou bien en fonction du chiffre d'affaires, pour le médicament orphelin, ça sera différent. Il y aura des exemptions de remise. D'accord, merci. Merci beaucoup.